Plaisir. Je remercie les organisateurs et organisatrices du colloque de m'avoir invité. Ça me fait plaisir, même si on m'a donné un sujet pas facile, qui est la masculinité toxique et comment elle affecte la vie des hommes LGBT. Évidemment, on enlève le L quand on parle des hommes, là. Donc, les hommes gays, bi, trans, ça paraît bizarre de dire la masculinité toxique. Pourquoi? Parce qu'on est tous élevés dans la masculinité toxique, dans le fond, là. Quel que soit notre sexe, notre orientation sexuelle, notre genre. Et puis, si on est étiqueté comme de sexe masculin, mâle, à notre naissance, ben, ça va nous être pas mal imposé toute notre vie, avec toutes sortes de séquelles dont on parlera à l'instant. Et on va vivre beaucoup de l'ostracisme, dont l'homophobie hein, et la transphobie, qui sont des ostracismes pour punir les hommes qui ne répondent pas ou qui ne répondent pas là, selon les critères de la masculinité toxique. Ben, parfois appelée la masculinité hégémonique, là, il y a des petites différences entre les deux, on le verra dans un instant. Tu sais, moi, quand je préparais ça, là, je pensais, il faudrait avoir un homme là, qui représente tout ça en un, l'ancien président des États-Unis, M. Trump. C'est homophobe, transphobe, misogyne, sexiste, intolérant face aux diversités, quelles qu'elles soient. La masculinité toxique, c'est ça. C'est tellement ça que la majorité des hommes américains se reconnaissent tellement là-dedans que même s'il est accusé d'avoir fait 26 femmes l'ont accusé d'inconduite ou d'agression sexuelle. Il y a tout un éventail. Mais c'est pour ça que les gars votent pour lui. C'est pas en dépit de ça. Les gens disent, oui, mais c'est effrayant. Les gens votent. Non, c'est pas malgré ça. C'est à cause de ça que beaucoup de gars disent, c'est extraordinaire, on peut faire tout ça, être élu chef d'un pays, c'est dire que ça n'a aucune importance. Vous voyez, la masculinité toxique, là, a beaucoup d'impact dans la vie des gens, même dans la vie politique. Parce que quand vous avez un homme qui convainc tous les autres que, regardez, c'est en toute impunité qu'on peut exercer tous ces méfaits-là, ben ça donne ce que ça donne. OK. Alors, on va en parler. Nous autres, on ne se présentera pas personne en politique, mais on va voir comment ça affecte nos vies. Aussi, ben, des fois par les dirigeants, comme aux États-Unis, mais des fois aussi à travers l'éducation, parce que la masculinité toxique, c'est un ensemble de valeurs, de prescriptions, qui passent dans l'éducation, dans la socialisation des gars, dans les sports qu'on regarde à la télé auxquels on participe, quoique les sports font des efforts maintenant contre ça. Donc, ça crée comme un enfermement, un conditionnement, mais je dirais presque un enfermement mental en disant, regarde, la masculinité, c'est ça et pas tout le reste. Donc, c'est un enfermement mental et puis aussi une situation de traumatisme. Là, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les traumatismes sexuels là, pendant 2 ans. J'ai fait un comité ministériel là-dessus. Et je faisais le lien entre les deux. Je me dis, les gars LGBT, là, souffrent souvent de traumatisme. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas réalisé. Mais être victime d'homophobie, de transphobie, d'être obligé de répondre à un modèle qui ne correspond pas tous les jours, sans compter, hein, ça ajoute souvent le harcèlement, l'intimidation, les violences, toutes les sortes, bien, ça ne peut pas ne pas affecter une personne. Là. Alors, c'est sûr que ça affecte le fonctionnement des gens, le fonctionnement psychologique, le fonctionnement relationnel, le fonctionnement social. La bonne nouvelle, puis on y reparlera plutôt vers la fin de ma présentation, c'est que ça force à avoir un esprit critique en disant si je ne veux pas que ça me tue, ces affaires-là, il faut bien que je réagisse. Et puis on réagit par la résilience, on réagit aussi par l'empowerment, la capacité d'agir en bon français. Bon, alors, on y va. Alors, la première chose qu'on remarque dans la masculinité toxique, c'est cette idée qu'il y a une masculinité, une seule et unique, là, et que c'est ça ou rien. Et que c'est naturel et puis que ça vient avec toutes sortes d'affaires, dont l'hétérosexualité
obligatoire, disait que tu as dit une auteure féministe américaine, mais c'est vrai. C'est qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a une masculinité et tous les autres sont des sous-masculinités. C'est sûr que, surtout au Québec, ça s'améliore avec les années. Il y a moins de faux-phobie. On a même des campagnes sociétales pour dire, regardez, là, un gars pour venir de voyage pour embrasser son chum et tout ça. Mais il demeure qu'il y a comme deux catégories quand même. Il y avait, là, il y a quelques jours dans les journaux, là, des comédiens qui disaient qu'une fois qu'ils ont fait leur coming out, ils n'ont plus de rôle. Parce que la majorité des rôles sont des gars qui sont hétérosexuels. Et puis, alors donc, il y a cette idée-là, la masculinité vraie, la masculinité majoritaire, et pas cette idée que la masculinité, les masculinités qu'on appelle comme ça peut être un éventail de toutes sortes d'affaires. Puis on parle, puis dans la masculinité, il y a de la féminité, puis on pourrait parler de l'androgyne et tout ça. Il y a de la pluralité là-dedans. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que le modèle est très, très stigmatisant, là, parce que c'est ça où vient. Mais la bonne, c'est que si tu veux survivre, tu es obligé d'en sortir. Alors, tu es obligé d'être créatif. Moi, j'aime beaucoup les affaires c'était bien en mode, les affaires de drag queen et tout ça, des spectacles de RuPaul et tout ça. C'est extraordinaire parce que tu sais, tu vois les gars dans leur vie ordinaire. Là, je regardais justement en préparant tout ça. Hier, je regardais une petite vidéo de Conchita Wurst là, qui a gagné là, un prix d'Eurovision. Qui chante qui a une barbe et en robe et tout ça. Puis, tu le vois en gars, tu ne dirais pas que c'est Conchita Wurst qui s'appelle le Tom, je ne sais plus quoi. Et puis, donc, souvent, effectivement, les personnes LGBT ont développé des identités alternatives, puis un mix intéressant là, du masculin et du féminin. Je pense en ce sens-là, on a beaucoup à apprendre des drag queens, pas parce qu'il faut devenir drag queen, c'est pas ce que je pense qu'elle dit, mais dire que c'est des gars qui n'ont pas peur de dire, ben, on a du masculin, du féminin, de l'androgyne, puis on mixe tout ça, puis ça peut faire un mélange intéressant. Alors, donc, la façon de lutter contre ça, c'est effectivement d'accepter que c'est un éventail, l'expression de la masculinité, puis qu'il peut avoir de la féminité, de l'androgynie, tout ça. Tout ça nous appartient, là. La féminité appartient aux femmes et aux hommes, la masculinité appartient aux femmes et aux hommes, l'androgynie, la non-binarité, là, un mot qu'on utilise plus, ça appartient à tout le monde. On a le droit de piger là-dedans. Et c'est bien, parce qu'il faut trouver ce qui nous correspond à nous. Et ça va nous amener aussi à être plus solidaires avec les autres groupes, les gens qui ne sont pas comme nous. Là. Pour ça, on a souvent le grand parapluie, le LGBTQ2, plus. Ben c'est ça, hein? C'est un grand parapluie qui fait en sorte que tout le monde, on veut être protégé, puis on veut être solidaire entre nous. Alors que la masculinité toxique n'est pas beaucoup solidaire, là. C'est sûr que, encore là, prenons M. Trump, il est solidaire avec les gars comme lui. Blanc, intolérant, nationaliste blanc, etc., sexiste, raciste, etc., mais pas avec les autres. Or, ce qu'appelle le grand parapluie LGBT, c'est d'être solidaire avec tout le monde. Puis on a un niveau moins à l'intersectionnalité parce que il ne faut pas se discriminer entre nous à cause de la couleur ou d'origine, etc. Une chose que j'ai sous-tendue depuis tantôt, qui est quand même assez terrible dans la masculinité toxique, c'est que les gars, ces gars-là, qui se disent « moi, je suis un vrai gars », pensent que c'est eux et eux seuls ont le pouvoir de définir qui sont les vrais hommes et pas les vrais hommes. Tu sais, un prof, moi, m'a dit il n'y a pas si longtemps à l'Université Laval, il donnait un cours, j'ai dit mais pourquoi tu ne parles pas des hommes gays? Il donnait un cours où il parlait des hommes en général. Oui, mais il dit mais les hommes gays ne sont pas des hommes. Les hommes gays ne sont pas des hommes. Saviez-vous ça, vous? Alors, j'étais bien surpris de ça. Ce n'est pas une personne nulle, là. Ce n'est pas une personne qui se lève le matin en disant « je vais être sexiste, homophobe, etc. » Il y a bien du monde qui pense ça. Beaucoup. Alors, il faut résister contre ça. Mais c'est comme si les gars qui se pensent normaux, les vrais gars, entre guillemets, triple guillemets, là, 10 guillemets,
Nous, on peut définir c'est qui les vrais hommes. Et c'est là que ça affecte beaucoup les hommes LGBT, là. Parce qu'ils se font dire ou qu'ils se font sentir, ben moi, je me suis fait dire, en tout cas, mais, mais qui te font sentir qui ne sont pas des vrais gars. Alors, c'est le droit aussi d'insulter, bien sûr, tu es inférieur, de harceler, de violenter, des violences psychologiques, relationnelles, sexuelles. J'ai fait une recherche là-dessus. Après le silence, on sait que les personnes LGBT de tout sexe, de tout genre, sont 2 fois et plus à risque d'être agressés sexuellement que les hommes. Alors, et puis, le troisième point qui me semble assez important aussi, c'est cette idée aussi qu'une complémentarité naturelle entre la masculinité toxique ou hégémonique, c'est-à-dire que, et la féminité. Et ça, on le voit beaucoup dans les couples. Tu sais, encore les gens qui demandent dans les couples qui fait le gars puis la fille, puis des affaires qui n'ont aucun sens, aucun sens. Et complémentaires, ce qu'on trouve complémentaire. Tu peux être un gars hyper masculin puis trouver un autre gars hyper masculin complémentaire. La complémentarité, là, c'est pas ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on pense avoir besoin. C'est peut-être quelque chose qu'on a déjà. Pas grave. On aimerait ça en avoir plus. Alors, le masculin complémentaire au masculin, le féminin au féminin, l'androgynie, tout est possible, là. J'ai un petit livre où j'ai fait, je ne sais pas combien, de dizaines et de dizaines de complémentarités. Masculin, 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 féminin, masculin, androgyne. C'est ça, là. Ce que tu trouves complémentaire, ben, ça tombe bien, c'est ça qui l'est pour toi. Alors, mais cette idée-là est beaucoup combattue par la masculinité. Il y a la masculinité extrême, puis à l'autre bout, la féminité. Et puis les deux vont ensemble. Ce que nous montre, nous ont montré très, très longtemps la plupart des films d'Hollywood et d'ailleurs au monde. Ça commence à changer, mais très peu. Alors, ça nous entre dans la tête, ça. Et aussi, quand tu formes des couples, tout ça, tu dis, moi, je suis une personne pour moi. Ça, l'avenir le dira. Il faut sortir de ces modèles stéréotypés, là. Alors, ben, une autre séquelle de tout ça, c'est évidemment l'expression des émotions, tout ça, c'est la masculinité. Apparemment, il faut la garder à l'intérieur de soi, où ça se manifeste par de la violence, par des choses comme ça. Donc, toute l'expression des émotions, de la créativité que vivent souvent, non seulement, mais souvent les hommes LGBT pour sortir un peu d'eux-mêmes, ben, ça peut être assez réprimé. Et ça fait en sorte aussi que sur le plan des cours, sur le plan des projets de carrière et tout ça, les scénarios de vie sont limités. C'est comme si le fait d'être un gars limite tes scénarios. Il faut être en couple, puis un certain type de couple. Il faut être ci, ça. Les scénarios de vie, là, les scénarios de vie, c'est à nous autres de les décider. Pas personne d'autre. Et puis aussi, cette idée, je vais finir avec ça parce que je voudrais parler plus d'intervention et de prévention et tout ça. L'idée aussi que le corps et le pénis fait l'homme. Non. Il y a des hommes trans qui n'ont pas de pénis et qui sont des hommes. J'en connais, moi. Et puis, on en connaît tous, là, qui ne nous disent pas forcément. Et puis, ça n'a aucun bon sens que penser que le corps ou le pénis fait l'homme. Il y a encore beaucoup de monde qui pense ça, là. Ce qui explique beaucoup l'ostracisme aussi des hommes trans, ou des hommes qui ont un pénis, mais qui ne se définissent pas par leur pénis. Ça peut arriver, ça aussi, là. Et puis, ça arrive de plus en plus. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de tous ces mythes, ces façons de voir la sexualité, puis l'identité masculine, ont beaucoup d'impact dans la vie quotidienne et c'est pour ça qu'il faut travailler en s'en sortir. Comment faire pour s'en sortir? Mais encore là, moi, j'ai fait beaucoup de recherches, surtout ces dernières années, sur les jeunes LGBT. Quand on leur demande qu'est-ce qui est arrivé, qui a fait en sorte que vous êtes senti mieux, que les choses se sont mises à mieux aller, que vous avez pu mieux vous exprimer, être mieux dans votre peau, parce que vous savez, hein, les jeunes, surtout les hommes gays, mais quoi que depuis qu'on a des recherches sur les femmes, on voit que ce n'est pas si différent que ça, sont plus susceptibles de dépression,
tentative suicidaire, bon, etc. C'est connu. Là. Puis de prise de risque dans la drogue, dans n'importe quoi. Là. Tu sais, c'est comme ça parce que, je le disais tantôt, c'est une sous-population qui a été polytraumatisée. Faire partie d'une minorité et te faire ramener tous les jours d'abord que tu fais partie d'une minorité qui est une minorité qui est considérée inférieure aux autres, ben ça finit par te jouer dans la... C'est normal. Là. Pas en train de dire que les gars LGBT sont pas... c'est très normal là, de réagir en étant traumatisé à des choses qui sont traumatisantes. Alors, quand on demande aux jeunes, qu'est-ce qui vous a aidé? La solidarité. Hein, j'ai fait deux courses en 4 ans, être homo aujourd'hui en France, et puis de la honte à la fierté. Et puis, bon, ma recherche aussi sur les agressions sexuelles, où on avait plutôt des personnes jeunes. Mais en tout cas, donc, j'ai interviewé pas mal de monde. Là, des 10 dernières années, peut-être additionné, là, on n'est peut-être pas loin de 1000 personnes. Des sondages, toutes sortes d'enquêtes. Mais ça revient toujours, la solidarité. Les jeunes et les moins jeunes, même qui vont bien, qui sont d'anciens jeunes, qui nous disent, moi, ce qui a fait en sorte que je me suis mis à mieux aller malgré les choses terribles que j'avais vécues, des fois le rejet des parents, ça peut être aussi des peines d'amour, ça peut être, parce que les problèmes que vivent les ados et les jeunes adultes, là, c'est les mêmes pour tout le monde. Sauf que quand tu es LGBT, ben, tu en as d'autres qui s'ajoutent. Bon. Alors, donc, c'est la solidarité qui a été souvent le... Et c'est pour ça que les groupes où il y a de l'entraide, où il y a de l'écoute, où il y a justement on regroupe des gens, on fait des activités, ça, là, comme Miel, comme Gris Québec, comme... c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des organismes LGBT communautaires qui organisent des activités qui permettent aux gens de se parler, de se rencontrer. Bien là, de ce temps-là, plus de se parler, de se rencontrer. Il faut qu'il y en ait partout au Québec. Parce que c'est déterminant. C'est la chose probablement, pas probablement, c'est la chose la plus déterminante dans le bien-être des jeunes LGBT en général. C'est de dire, j'ai pu parler à des gens qui m'acceptaient, qui me comprenaient. Puis beaucoup de gens comme moi là-dedans, là, disent-ils, des jeunes comme eux, qui se posent les mêmes questions du coming in, hein, faire sa révélation à soi-même, coming out, révélation aux autres, coming out qui est un processus réitératif parce que tu fais 100 fois dans ta vie à des personnes différentes, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau, c'est pas évident, là. Les gens pensent souvent que le coming out, c'est une fois. Oui, c'est une fois, tu t'appelles Elton John, parce que c'est dans la première page des journaux. Mais si tu t'appelles Tipite Tremblay, là, ou Tipite Doré comme moi, là, tu peux pas, il faut que tu fasses ton coming out. Puis avant, c'était homo-hétéro, mais là, c'est plus compliqué que ça, parce que tu peux être fluide, non-binaire, queer, etc. Puis souvent, les gens changent leur perception d'eux-mêmes dans le temps. Les gens disent, c'est bien mêlant. C'est pas mêlant, c'est extraordinaire, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on n'est pas obligé de, tu sais, il n'y a plus, tu sais, comme ils disent pour les vêtements, là, one size fit all. Il n'y a pas un format pour tous. C'est nous autres à trouver notre format et à le fabriquer. Alors, donc, la solidarité, c'est intéressant, mais il faut avoir des lieux de solidarité. Pendant très longtemps, dans les communautés d'hommes, surtout, c'était des bars, les gens vont comme ça, là. Heureusement que depuis quelques années, quelques décennies maintenant même, il y a des lieux où on n'est pas obligé de boire, puis de fumer, puis tout ça. Comme il y avait beaucoup de fumée, moi, quand j'avais cet âge-là. Alors, ça a arrêté maintenant. Mais donc, tu peux rencontrer des gens dans les groupes communautaires. Alors, ça, c'est extraordinaire. Puis sur le web, tu peux rester au fin fond de la campagne et puis avoir un réseau d'amis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeunes nous disent ce qui les rattache beaucoup, puis ce qu'ils font, qu'ils vont être eux-mêmes, puis ne pas s'accrocher à un modèle tout fait, c'est de se donner la permission d'avoir des projets de vie à eux autres. Puis un projet de vie, ça peut être en couple. C'est bien valorisé d'être en couple, surtout le mariage. C'est bien, là. Mais ça se peut qu'on ne veuille pas être en couple. Puis ça se peut qu'on préfère être en trio ou en quatuor ou Dieu sait quoi, en commune. Tu sais, ça aussi, ça existe. Là. Alors, tu sais, il faut se donner la permission de dire, bon, moi,
qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Les enfants, c'est pareil. Il y en a qui en veulent, il y en a qui n'en veulent pas, il y en a qui en veulent pas, qui en veulent tout seul. Et puis, on commence à avoir des situations où il y a plus que deux parents. Là. Alors, mais tout ça fait partie de la vie. C'est à chacun de trouver, il n'y a pas un modèle, là. Et puis, c'est à chacun de développer. Et ça, les jeunes nous disent ça ce soir. À partir du moment où ils ont décidé de bâtir leur propre modèle, là, ça a été très, très aidant. Alors, puis en faisant ça, la solidarité, les projets de vie, bien, ça crée deux affaires qui sont bien, bien importantes en prévention et en intervention sociale. Ce que j'enseigne, bien, j'enseigne plus là, parce que je suis à 2 pas de la retraite. Mais c'est les facteurs de protection puis les facteurs de vulnérabilité. Alors, c'est sûr qu'au moment, à partir du moment où tu prends de plus en plus ta vie en main, souvent les jeunes nous disent c'est quand ils partent de chez eux. Tu sais, quand tu es chez vous, là, chez tes parents, là, ben, les parents décident un peu beaucoup pour toi, là, des fois. Là. Mais une fois que tu pars de chez vous, ben, c'est à toi de décider, là, regarde, là, moi, ma vie, je vais la construire, puis je vais développer des facteurs de protection. Une famille choisie. Tu sais, la famille, on peut avoir une très bonne famille, mais avoir besoin de... Moi, j'ai une très bonne famille. J'ai une grosse famille choisie quand même, parce que j'ai une bonne famille, mais je n'ai pas beaucoup de monde dedans. Et j'ai besoin d'une famille choisie. Alors, c'est important. Et ça, les jeunes nous disent beaucoup comment c'est important. D'avoir du monde, là, qui sont des piliers. Des piliers. Moi, j'appelle ça des tuteurs de résilience. C'est pas moi qui appelle ça de même, là. Mais c'est-à-dire des gens que quand ça va mal, on sait qu'on peut les appeler, on sait qu'on peut... Et ça, c'est important que les personnes qui vivent de la marginalisation sociale, les personnes LGBT, puissent se fier là-dessus. C'est très, très, très important de dire ça. Ça va être... C'est le principal facteur de protection, c'est la famille choisie. Qui sont, dans le fond, les amis, là. Les gens que tu décides de garder parce que c'est des gens qui te comprennent, qui t'aiment, puis qui vont être là souvent même plus que ta famille biologique. Alors, la capacité aussi de développer des... Beaucoup de jeunes nous parlent d'amour. Il y a deux autres, les jeunes nous parlent beaucoup. L'amour et l'humour. L'amour, si on pense que c'est pour nous, tu sais, on en a tous besoin, là. Je parlais de famille choisie, mais tu sais, c'est de l'amitié, la famille choisie. C'est de l'amour, puis des amitiés amoureuses qui sont quelque part entre les deux. Il y a d'autres mots là-dessus que je n'ose pas utiliser. Mais bon, l'amour, c'est important d'en avoir dans la vie. C'est à chacun de décider là, le type d'amour avec qui et quoi. Mais l'humour aussi, tu sais, je parlais des drag queens tantôt, c'est bien important l'humour. Puis il y a un humour, en anglais, on appelle ça l'humour camp, qui est l'humour gay. Là. L'humour camp, c'est un humour qui est c'est rire plutôt pleurer. Là. Que, si vous regardez les shows de drague, c'est souvent ça, l'humour camp. Il y a beaucoup d'humoristes, Alex Perron, par exemple, donc il n'est pas drag queen, mais c'est un peu ce type d'humour-là. Il y a beaucoup d'humoristes, d'ailleurs, qui ne sont pas gays, en tout cas pas ouvertement gays, mais qui utilisent cet humour-là, qui est, tu sais, rire du malheur, parce que les malheurs dans la vie, là, on ne pourra pas les éviter. Mais, tu sais, si on peut réussir à bien les prendre, c'est ça la résilience aussi, là, à prendre les choses du bon côté. Alors, l'amour, le mot, puis la résistance aussi. La résistance qui n'est pas une affaire passive, là. Il faut résister au harcèlement, puis à tout ce qu'on essaie d'imposer, là, de nous imposer comme personne, comme gars. Puis résister, bien, justement, ça demande d'être créatif, ça demande de dire, regarde, là, ça demande de s'allier avec d'autres aussi, parce que l'union fait la force. Vous savez, toutes les lois, on dit souvent au Québec, c'est extraordinaire, on est un des pays les plus avancés au monde pour les droits et libertés LGBTQ+. C'est vrai. Mais vous savez pourquoi c'est vrai? Mais parce qu'il y a des gens qui sont battus pour ça. Il y a des groupes qui sont, tu sais, on a 50 ans, là. 50 ans, oui. Cette année, d'ailleurs, oui, à peu près. Ça a débuté dans les années en 1970-71. Ça fait 50 ans qu'il y a des groupes qui militent pour les droits. Si la Charte des droits était amendée plusieurs fois, d'ailleurs, pour protéger les personnes LGBTQ+, là, c'est à cause de gens qui ont milité. Si il y a le mariage, l'adoption, tout ça, là, ça a été des années de lutte. Alors, si
les gens ne résistent pas au modèle dominant et dire non, non, il faut qu'on soit inclus, nous autres aussi, là, il n'y arrivera rien. Alors, la résistance. Et puis aussi, je vais finir probablement là-dessus, qu'il y aurait des questions. La capacité de résister, mais résister, tu sais, c'est comme l'autre qui te définit. Là, tu dis, je veux résister. Là. Alors, en résistant, il faut aussi développer des choses créatives pour rester créatif. Il faut construire sa propre existence. Et je pense que les jeunes, en particulier LGBT, nous parlent beaucoup de ça. C'est en résistant, il y a aussi justement cette, il faut dire, OK, mais en résistant, je ne veux pas de ça, mais je fais quoi à la place? Je propose quoi à la place? Qu'est-ce qui est bon pour moi à la place? Je vais le trouver, le proposer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de créativité, je pense. Et il faut le voir comme ça. Là. Tu sais, souvent, les jeunes, c'est effrayant. Tu sais, tu découvres, pas toujours, de moins en moins, ils disent, bon, je risque d'être ostracisé. Oui, mais tu peux avoir beaucoup de créativité là-dedans aussi. Ça va te forcer avec solidarité, avec tes pairs PAIRS. Ça va te forcer à être créatif, à ne pas prendre le modèle et dire ça, il y a un modèle, c'est comme mon crayon, il y a un seul modèle, il faut que je sois fidèle à ça. Non, 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 des modèles. Les modèles psychologiques, corporels, d'expression de soi, tout ça, tu sais, la diversité corporelle, diversité de genre, diversité sur tous les plans, là. Et puis, je pense qu'il faut voir le fait de faire partie d'une grosse minorité aussi. Tu sais, je vais finir en disant ça. Il y a beaucoup d'avenir parce que, vous savez, depuis l'an 2000, là, toutes les recherches montrent, tu sais, grosso modo, le nombre de personnes LGBT, on disait toujours hein, entre 5 et 10 %. Plus maintenant. Je sais que quelqu'un dit ça hier, je pense, mais j'ai écrit un petit courriel en lui disant qu'il fallait reviser ses chiffres. Parce que depuis l'an 2000, on ne peut plus dire 10 %. Pour les moins de 30 ans, c'est 20 % qui se disent LGBTQ+. Là. Et la tendance est très, très forte. C'est entre 16 et 21, là, dépendant en Occident, des pays, des enquêtes, tout ça, mais ça a doublé depuis 20 ans. Est-ce que les gens sont plus LGBTQ? Non, qu'avant, non. Les gens le révèlent plus, se sentent mieux dans leur peau pour le révéler. Alors ça veut dire que c'est une minorité importante. Il y a plus de personnes LGBT au Québec que de personnes anglophones. C'est une grosse minorité. Alors, c'est probablement une des plus grosses minorités avec les minorités immigrantes. Alors, c'est pour ça qu'il faut revendiquer une place. Il faut revendiquer aussi que les lois, règlements et services publics reconnaissent cette diversité-là. Bon, mais s'il y avait une question ou deux, je pense qu'on aura 2 ou 3 minutes. Voilà. Moi, j'ai une question. La masculinité toxique, là, si on veut la supprimer, là, ça pourrait passer par l'éducation. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que l'éducation? Oui, oui, bien l'éducation. Moi, évidemment, je suis un éducateur moi-même. Tu sais, j'enseigne depuis 40 ans cette année. C'est pour ça que je m'en vais à la retraite. Mais je pense qu'il faut prêcher par l'exemple aussi. Tu sais, moi, je suis assez découragé de voir qu'à l'Université Laval, il y a 1200 1250 professeurs. Il n'y a pas que je sache une seule personne trans, en tout cas ouvertement trans. Et je sais qu'il y a des gens qui ont postulé, mais qui n'ont jamais, qui ne sont même pas rendus en entrevue, là. Ce qui est très questionnant. Comment se fait-il que dans les écoles, on n'ait pas plus, il y a des activités, des fois, là, on voit les personnes trans qui vont dans les maternelles lire des contes et tout ça. Mais comment se fait qu'il n'y en a pas qui sont professeurs à tous les niveaux, là? Pas seulement à l'université, là. Je trouve que la diversité sexuelle et de genre est très peu visible. Puis là, je parle des personnes trans parce qu'évidemment, je veux dire que parce que ça saute aux yeux. Mais pour l'expression des masculinités, disons, alternatives ou créatives en général, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de profs qui disent encore, ben là, on connaît plein de profs qui disent qu'ils se forcent pour pas que les parents se plaignent que le prof est gay ou que le prof est un exemple assez masculin. Écoutez, moi, j'ai déjà été à la Commission des droits comme expert de personnes qui avaient perdu son emploi parce qu'il était homme, qui était devenu trans. Et on l'avait congédié. Bon, la personne a gagné à la Commission des droits de la personne. On n'avait pas le droit de la discriminer. Mais on part de loin, là.
Mais c'est sûr qu'il faut d'abord qu'on en parle dans les cours d'éducation sexuelle à la vie citoyenne pour qu'on parle de ces réalités-là. Les profs ne sont pas toujours à l'aise d'en parler. On n'en parle pas toujours. Puis deuxièmement, il faut qu'on se soucie que dans la fonction publique en général, que ces réalités-là soient visibles de façon incarnée par du vrai monde. On a encore des pas à faire. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Ça nous fait des raisons de vivre et des raisons de rester là, à travailler.